Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous recevoir ce soir sur la plateforme du Wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, je suis particulièrement heureuse de recevoir mon amie Ilana Wasserstein. Bonsoir Ilana, Bonsoir Yadena. merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ilana, tu es psychologue clinicienne, tu es formatrice, on peut dire même que tu es chercheuse. Tu as vraiment une panelle de cordes à ton arc. Et ce soir, tu vas nous parler sur une de tes spécialités également, qui est l'hypersensibilité. De l'ombre à la lumière, il y a juste un pas à faire. Alors déjà, le titre nous a mis le goût au papy. On a hâte de t'écouter. Je te remercie infiniment d'être avec nous. Merci pour tout ce que tu apportes au wellness en ce qui concerne les articles, les conférences. Je pense que c'est la troisième ou la deuxième conférence que tu nous offres. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je te donne la parole. Merci. Merci Yardena. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui suis honorée de pouvoir parler de mon sujet, de un de mes sujets préférés. Et si ça peut vous apporter quelques petites pistes de réflexion, de compréhension, tout au long de cette conférence, vous pourrez me poser des questions, que ça soit peut-être un peu plus interactif, puisque j'ai déjà eu l'occasion de faire des conférences sur l'hypersensibilité, si certaines d'entre vous l'ont déjà écouté, ou sur le premier magazine que nous avions fait, il y avait aussi un article sur l'hypersensibilité. Voilà, donc c'est un vrai plaisir pour moi, donc merci Ardena, merci pour ta confiance. Oh, combien toutes ces conférences que tu organises, les personnes à qui tu donnes le micro, on va dire, sont brillantes et intéressantes. Je suis à chaque fois époustouflée par tout ce que j'apprends dans toutes ces conférences. Donc, vraiment, tout ce que tu fais, c'est incroyable. Il est important de te le dire aussi parce que souvent, tu nous dis à nous, mais voilà, toi aussi, tu mérites grandement parce que tout ça, c'est grâce à toi. Alors voilà, moi, je suis Ilana Wasserstein, je suis psychologue clinicienne. Je suis en activité depuis, on va dire, plus d'une vingtaine d'années. Je me suis d'abord cherchée. Pendant longtemps, je me suis cherchée. J'arrivais pas vraiment à savoir ce que je voulais faire. Parce que les études, j'ai l'impression que c'était pas pour moi. Je me sentais pas vraiment à ma place. Je me sentais pas légitime. J'avais toujours des notes moyennes. Quand j'étais petite, je me sentais très timide, très réservée. Et puis, bah, j'ai fait du chemin. J'ai fait du chemin parce que depuis, bah, j'étais animatrice de colo, j'ai été directrice de colo. Si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous raconter mon parcours, hein, parce que c'est pas tant ça qui est intéressant, c'est que pourquoi on parle de l'ombre à la lumière. Voilà pourquoi j'en viens à ça. Bon, évidemment, je vais pas tout vous dévoiler maintenant parce que il faut quand même que je garde un petit peu de suspense. Mais tout ça pour vous dire que si j'étais extrêmement timide et réservée quand j'étais petite fille, eh bien, j'en suis arrivée à donner des conférences, voire faire des interventions en direct pour la télé, ce qui ne me pose aujourd'hui aucun problème. Au contraire, c'est même un grand plaisir. Donc voilà, comme quoi tout est possible. Et je suis partie de cette fameuse histoire d'hypersensibilité. Pourquoi l'hypersensibilité? Eh bien, tout simplement parce que j'ai de plus en plus de parents qui viennent me consulter en me demandant à l'aide, au secours, mais je ne sais pas quoi faire avec mon enfant. En fait, les parents ont de plus en plus de mal à comprendre leur enfant. Voilà. Et cette hypersensibilité, je la retrouve eh bien, dans toute catégorie, c'est-à-dire dans les familles où il y a plusieurs enfants dans la fratrie, ou bien des enfants uniques, ou bien des parents divorcés, des familles pratiquantes, des familles aisées, des familles plus défavorisées. Dans toutes les configurations, à l'heure d'aujourd'hui, il y a, euh, alors pas dans toutes les familles bien évidemment, mais dans certaines familles, euh, des enfants hypersensibles. Alors, je vais commencer déjà par faire la différence entre l'hypersensible et l'hyperémotif et l'hyperempathie. Parce que on a tendance à penser qu'un enfant hypersensible est forcément hyperémotif et hyperempathique.
Eh bien, tel que vous me voyez, je suis une personne hypersensible et pour autant, je ne suis ni hyper émotive, ni hyper empathique. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible de ne pas être hyper empathique quand on est psychologue et qu'on passe son temps à s'occuper des autres? Eh bien, parce que ça n'a absolument, en fait, rien à voir. L'hypersensibilité peut englober le tout, mais on peut très bien être hyper émotif, sans être forcément hyper empathique ou hyper sensible. L'hyper émotif, c'est quelqu'un qui se sent vraiment envahi en permanence, régulièrement par ses émotions. Tout, finalement, au niveau émotionnel, l'envahit. Et il a du mal à réguler ses émotions. L'hyper empathique, c'est quelqu'un qui est euh, extrêmement compatissant pour les autres. Voilà. Il a vraiment cette volonté de faire plaisir aux autres, d'apporter quelque chose aux autres. Alors que l'hypersensible, hypersensible, ce sont les sens. Ce sont tous nos sens qui sont développés de manière exacerbée, que ce soit l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, nos émotions, nos ressentis, notre intuition, tout est plus développé que la moyenne euh, des gens de la population classique. Ce que nous allons retrouver de commun avec les hypersensibles, les hyperémotifs, les hyperempathiques et tous les enfants, on va dire, et personnes différentes, c'est-à-dire les HP, HPI, HPE, les TDAH, la dysorthographie, dyscalculie, etc. Tous ces enfants qui sont un peu différents. Et les enfants aussi qui présentent un spectre autistique, c'est l'anxiété. Le terrain commun à tout ça, c'est un terrain anxieux. Alors, dans l'ombre, pourquoi je vous ai parlé de l'ombre, et il n'y a donc qu'un pas de l'ombre à la lumière, c'est que c'est l'ombre qui nourrit la lumière. C'est parce que on ne va pas bien qu'on a envie d'aller mieux. Si on va bien tout le temps, on se pose pas de questions, on kiffe, on profite de la vie. C'est seulement, voilà, quand on se retrouve face à des difficultés, à des épreuves, que là, bah, on est poussé pour avancer. Je m'appuie sur un outil de personnalité qui s'appelle l'énéagramme. L'énéagramme va nous parler, l'énéagramme, c'est le tout premier outil de personnalité qui a existé, le tout premier, qui date de l'époque de Pythagore. C'est un outil qui est à la fois psychologique, mais aussi spirituel. Si ça t'intéresse, Yardena, et si vous aussi, ça vous intéresse, un jour, peut-être que je vous ferai une petite conférence sur l'énéagramme, mais en attendant, euh, je pourrais pas l'approfondir complètement parce que c'est très complexe, vous vous en doutez. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que d'après l'énéagramme, il y a trois tempéraments. Chacun d'entre nous, nous avons, voilà, un tempérament qui domine parmi trois. Ces tempéraments sont l'anxiété, la colère et la mélancolie. Donc les gens qui ont un tempérament anxieux, eh bien, c'est la peur qui est le moteur principal. Pour les gens pour qui c'est la mélancolie, le tempérament principal, c'est la tristesse, leur moteur. Et pour la colère, c'est l'impulsivité. Donc, si vous me suivez, toutes ces personnes qui ont un tempérament un petit peu différent, eh bien, ont au moins, on peut avoir un, deux et les trois tempéraments. Un quand on va bien, un quand on est euh, stressé et un quand on va super bien. Il fait trois tempéraments. Un neutre, un quand on va super bien et un quand on va pas très bien. Donc, éventuellement, on peut en avoir ces trois, mais il y en a un qui domine parmi les trois. Et donc, l'anxiété est un de ces tempéraments. Donc, toutes ces personnes hypersensibles, hyper émotives, hyper empathiques, ont un terrain anxieux qui est plus important que la population lambda. C'est-à-dire que dès qu'ils vont commencer une activité, dès qu'ils sont en situation de faire quelque chose, eh bien,
l'anxiété est déjà plus présente que pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec cette histoire d'anxiété? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant, tous les enfants, n'ont pas un cerveau qui est mature. Ça veut dire quoi? Que le cerveau n'est pas mature. Ça veut dire que le cerveau est en développement. Et comme il est en développement, tout n'est pas encore acquis. Alors bien sûr, vous le comprenez pour tout ce qui est langage, tout ce qui est le fait de marcher. Mais on va dire que comme ça, dans le cerveau, on a ici derrière le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est celui qui est responsable de la survie de l'espèce humaine. Lui, il est toujours en activité. Même quand on dort, il marche. Il marche tout le temps. Celui-là derrière, le reptilien, c'est le même que les mammifères. Ensuite, on a commencé à maîtriser le feu, à manger une nourriture plus riche. Est apparu celui qui est ici, le néocortex, qui est le cerveau de la prise de conscience, voilà, de savoir que j'existe en tant qu'être humain, du langage, de la résolution de problèmes. C'est un cerveau qui est très élaboré, très structuré. C'est celui-ci. On l'appelle le cerveau logique, un peu celui des mathématiques. Et puis, de ce côté-là, est arrivé bien plus tard le limbique, c'est le cerveau des émotions. Alors, autant le reptilien, lui, il marche jour et nuit, non-stop, tout le temps, il s'arrête jamais. Autant le néocortex, il l'altère avec le limbique. C'est ou l'un ou l'autre. C'est jamais les deux en même temps. C'est ou l'un ou l'autre, ou l'un ou l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe chez un enfant? Eh bien, chez un enfant, il n'y a pas une régulation naturelle entre celui-là et celui-là, puisque le cerveau est encore en construction. Alors, chez un enfant hypersensible, c'est d'autant plus le bug ici, entre les différentes connexions synaptiques, qui fait que les enfants ont d'autant plus besoin de nous, les adultes, pour les aider à réguler leurs émotions. Mais alors, chez un enfant hypersensible, qu'est-ce qui se passe? Chez un enfant hypersensible, tout le touche. Ça va de l'étiquette derrière le t-shirt à sa propre émotion qu'il vit comme une grande souffrance, comme se retrouver tout d'un coup au contact des autres, ou bien parfois se retrouver seul, ou bien de devoir donner une réponse à un professeur. En fait, vous comprenez que ce soit un parfum, une odeur, un bruit. Comprenez bien que quand j'ai une petite chienne, et si parfois elle se met à aboyer, eh bien, dans mon oreille, c'est comme si j'entendais un son d'une aiguille dans l'oreille. Parfois, quand il m'arrive de ressentir mes émotions, elles sont tellement fortes que j'ai l'impression que ça me fait comme un, un coup de poing dans le ventre. Si je sens une mauvaise odeur dans la rue, elle peut me rester dans le nez pendant une demi-heure. Voilà ce qui se passe chez nous, les hypersensibles. Et voilà pourquoi je peux autant vous parler de cette hypersensibilité parce que je suis la première concernée. Je m'en étais pas tant rendu compte, mais à force de voir tous ces enfants hypersensibles, j'ai commencé à me dire, mais finalement, nous avons peut-être des points communs. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez les enfants? C'est que, alors rassurez-vous déjà, toute cette hypersensibilité, ben, quand on grandit, on apprend à vivre avec. Parce que vous avez bien compris, en fait, on est hypersensible. C'est pas quelque chose qu'on a choisi, c'est quelque chose qui est hérité. D'ailleurs, on sait maintenant depuis hum, quelques années que nous héritons à la fois de l'héritage physiologique de nos parents, mais aussi d'un héritage émotionnel. Donc, eh bien, tous les chocs émotionnels, les traumas et aussi les choses joyeuses et heureuses, nous les portons depuis la naissance, depuis que nous sommes bébés. Donc, il est fort probable que cette hypersensibilité, nous l'ayons développée
dès la naissance, voire déjà dans le ventre de notre maman, par, euh, par des liens transgénérationnels. Alors en grandissant, on va réussir de mieux en mieux à gérer cette sensibilité. Et c'est là justement qu'interviennent les parents, le rôle si fondamental des parents. Parce que qu'est-ce qui se passe si je dis toujours oui à mon enfant? Si je le laisse faire tout ce qu'il veut, eh bien, ça lui fait plaisir. Mais cet enfant risque de devenir un enfant roi, je fais un petit raccourci, mais ensuite, il risque de devenir ce qu'on appelle un enfant tyrannique. Mais pourquoi? Tout simplement parce que quand nous sommes dans le ventre de notre maman, entre le septième et le neuvième mois, c'est-à-dire le moment où le bébé est viable, eh bien, c'est notre meilleure vie. Voilà. C'est ce qu'on appelle la complétude. On est dans le ventre de maman, on est au chaud, on est rempli d'amour, on mange quand on a faim. Voilà. C'est le bonheur absolu. Cette complétude, elle existe quand on est dans le ventre de notre maman, normalement. On sort du ventre de maman. C'est le premier traumatisme existentiel de l'humanité. Premier traumatisme existentiel de l'humanité. On passe de la complétude à l'incomplétude. Tout d'un coup, on arrive dehors, il fait froid, il y a du bruit. En plus, j'ai pas l'amour de maman tout le temps. En plus, si j'ai faim, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh bien, nous, les êtres humains, une fois qu'on est sorti du ventre de notre mère, on ne recherche qu'une chose, retrouver cette complétude qu'on a connue quand on était dans le ventre. Alors, bah, si on a des super parents, on va être comblé à 80%, 90%, voire même peut-être un peu plus. Si on vit des choses plus difficiles, on sera un peu moins comblé. Mais Boris Cyrulnik nous a dit, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un néphropsychiatre, qui a en fait réalisé que, bien sûr, ce qu'on a besoin dans la vie, et surtout quand on est enfant, c'est d'amour et de sécurité. Mais d'après lui, 50% de la population a eu ou un trouble de l'amour ou de la sécurité. C'est-à-dire qu'on a reçu trop, si on nous donne trop d'amour, ça crée un trouble. Si on nous donne pas assez d'amour, ça crée aussi un trouble. Trop d'amour, pas assez d'amour, ça crée un trouble. Si on nous donne trop de sécurité ou pas assez de sécurité, ça crée aussi un trouble. Alors, si vous me suivez, trop d'amour, un trouble. Pas assez d'amour, un trouble. Trop de sécurité, un trouble. Pas assez de sécurité, un trouble. Donc, il y a 50% de la population qui a eu un trouble. Ou de l'amour, ou de la sécurité parce qu'ils en ont eu ou trop, ou pas assez. Et il reste 50% de la population qui a eu les deux. Un trouble et de l'amour et de la sécurité. Alors, si je reviens sur mon histoire de complétude, vous comprenez bien que aucun d'entre nous ne peut être absolument comblé en permanence. Donc déjà, pour un individu de base, voilà, qui n'a pas d'hypersensibilité, il va être quelque part en souffrance parce qu'il va rechercher cette complétude qu'il ne va pas avoir. Or, la société d'aujourd'hui nous renvoie en permanence que, mais si vous faites réchauffer vos plats au micro-ondes, mais c'est la complétude. Mais si vous achetez vos vêtements par correspondance, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, c'est la complétude. Si vous vous déplacez en voiture, vous n'avez plus d'efforts à fournir. Si vous avez tel métier, vous serez très heureux. Si vous avez tel nombre d'enfants, si vous avez un chien, si vous gagnez tant d'argent, etc., etc. On nous renvoie en permanence, on nous fait croire qu'il y a partout des promesses de bonheur et que, avec telle ou telle et telle stratégie, eh bien, nous serons enfin heureux de manière permanente. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est possible d'être en permanence comblé par la vie euh, en continu? Eh bien, évidemment que nous, en tant qu'adultes, nous le savons bien. Et nous essayons, pour nos enfants, de les combler au maximum. Mais nous ne nous rendons pas compte que parfois,
en voulant trop combler nos enfants, eh bien, finalement, on ne leur rend pas service. Alors, on ne doit pas volontairement les frustrer, mais on doit les aider à supporter la frustration et le cadre et les difficultés de la vie. Parce que c'est comme ça que nous allons les aider à grandir, pour leur permettre de ensuite pouvoir développer leur autonomie au maximum. Donc, si vous me suivez bien et que vous comprenez, avec les enfants hypersensibles, on va travailler sur le ressenti qu'ils ont pour les aider à développer leur résilience, leur capacité à supporter les épreuves. Et c'est pourquoi il va falloir que vous fassiez un petit pas de côté pour comprendre que parfois, quand vos enfants vous disent non, quand ils traînent des pieds, voilà, c'était le cas d'une de mes patientes aujourd'hui qui me disait que son enfant traînait les pieds et ça la mettait très très en colère que son enfant traîne les pieds. Alors, on pourrait retrouver, si on prenait un enfant hypersensible, ça pourrait être un enfant qui ne veut pas se mettre à ses devoirs, un enfant qui fait une grosse colère parce qu'on lui a demandé de manger des haricots verts, etc., etc. Très souvent, ce que je remarque, quand ça touche les parents, quand les parents sont vraiment très en colère par le comportement de leur enfant, eh bien, c'est parce que les parents le prennent pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que leur enfant leur manque de respect. Que si l'enfant agit de telle ou telle manière, c'est contre eux. Voilà. Je demande à mon enfant d'aller faire ses devoirs. Il me dit non, il veut pas le faire, ou il veut pas aller prendre sa douche, ou il fait une grosse crise de colère. Les parents pensent que quand l'enfant dit ça, eh bien, c'est contre le parent pour, entre guillemets, euh, montrer une forme de provocation ou de manque de respect aux parents. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Les enfants hypersensibles ont pour la plupart un trouble de l'opposition. Qu'est-ce que c'est que ce trouble d'opposition? Où ils disent non. En permanence, ils nous disent non. Et puis très souvent, en fait, dès que une situation va être nouvelle, différente, inattendue, ça va générer chez eux des grandes angoisses, des crises de colère ou de l'opposition. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi? Pourquoi les enfants, quand la situation est nouvelle, différente, inattendue, difficile, ça crée des émotions exacerbées chez les enfants? Eh bien, tout simplement parce que l'enfant, à ce moment-là, va être touché par ses émotions. Et son cerveau, comme il va bugger, eh bien, va sécréter plus d'adrénaline et de cortisol. Comme il sécrète plus d'adrénaline et de cortisol, le cerveau se met en hypervigilance. Il se met en survie. Et comme il se met en survie, ça crée chez l'enfant un résultat dans le corps. C'est comme si je vous disais, l'hypervigilance, c'est comme quand l'alarme de la voiture se met à sonner. Alors, si on est face à un danger réel et que nous sécrétons de l'adrénaline, qui est l'hormone de l'action, qui nous permet d'agir, eh bien, à ce moment-là, ça va nous protéger. Parce que, mettons, je suis en train de traverser et tout d'un coup, il y a une voiture qui arrive à toute vitesse. Voilà. Hop, là, je me mets en hypervigilance, en survie, je vais sécréter de l'adrénaline et grâce à cette adrénaline et à ce cortisol, hop, je vais courir. Donc, la sécrétion de mon corps est utile dans l'action parce qu'elle me protège. Pour un enfant, quand il va devoir vivre une situation qui n'est pas potentiellement dangereuse, mais qui le touche, eh bien, il va lui aussi sécréter cette adrénaline. Et s'il ne passe pas à l'action, l'adrénaline va rester dans le corps.
Eh bien, c'est comme si on avait pris 10 cafés et que le corps ne l'a pas évacué. Alors, c'est pour ça que l'enfant va faire une crise. Ça va lui permettre de pouvoir évacuer, se défouler. Et puis, si vous êtes à côté, eh bien, il y a des fortes chances pour que vous soyez le punching ball et que ce soit vous qui preniez. C'est-à-dire que l'enfant, eh ben, il va s'en prendre à vous. Il va s'énerver contre vous. Ben, il va pas être très sympa. Mais c'est pas contre vous personnellement, maman ou papa. C'est parce que vous êtes la personne qui est là à ce moment-là et qu'il a besoin de décharger ce trop-plein émotionnel qui est là. Donc, si vous faites un petit pas de côté et qu'à chaque fois que votre enfant vous touche et que ça vous contrarie fortement, demandez-vous, voilà, quel est mon besoin? Pourquoi? Comme mon enfant agit de telle manière, ça me contrarie. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que c'est parce que ça touche mon ego? Est-ce que c'est parce que je suis contrariée parce que je perds l'autorité? Est-ce que j'ai l'impression que c'est parce que mon enfant me manque de respect? Est-ce que c'est parce que je suis déstabilisée? Si je vous parle de vous, parents, c'est que l'enfant ne peut pas se réguler seul. Il a besoin de vous. Or, un enfant hypersensible, étant donné que tout le touche, il est en permanence en hypervigilance. Alors, le seul moyen qu'il a trouvé pour se protéger, c'est de se mettre une espèce d'énorme carapace autour de lui. Et sa carapace, c'est son opposition. Parce qu'il ne vous dit pas non, je ne veux pas faire. Il dit c'est moi qui décide quand je fais. C'est sa manière de se protéger. Et donc, vous allez remarquer, et vous avez certainement dû déjà le remarquer, quand un enfant hypersensible, on va vivre une situation un peu délicate, comme par exemple, je ne sais pas moi, une prise de sang ou un examen à l'école ou sportif, un concours, etc. Si on le prépare suffisamment à l'avance, il peut lui-même se conditionner, se préparer à ce qu'il va vivre, il s'entraîne et c'est complètement OK pour lui. Voilà. Il va pouvoir supporter la difficulté parce qu'il l'aura choisi. Voilà, c'est enfin pour une épreuve sportive, il l'aura choisi. Peut-être pas un concours de mathématiques ou une prise de sang, mais voilà, à partir du moment où on va l'aider à se préparer, eh bien, il va développer toutes les ressources pour pouvoir faire face à l'épreuve. En revanche, quand la situation n'est pas prévue, il n'aura pas pu s'y préparer. Et en fait, là, ça va vraiment le toucher dans son corps physiquement. Et si on parle de troubles physiques, on parle aussi de troubles mentaux. Pas de pathologie, mais de sens que la douleur physique existe, mais la douleur mentale, elle existe aussi. Et pour les personnes hypersensibles, eh bien, la frustration et le ressenti émotionnel est vraiment considéré comme une douleur, comme une vraie douleur. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ça ne fait pas de ces personnes ou de ces enfants des, des êtres plus fragiles, mais ils sont plus sensibles. Donc, ils ont une autre manière de réagir face aux situations. Donc, si vous, en tant que parent, vous ne le prenez pas pour vous, en vous disant, bah, s'il fait ça ou ça, c'est contre moi, qui vous énerve, et si vous êtes énervé, eh bien, vous n'allez pas pouvoir, bien évidemment, garder votre calme pour aider votre enfant à se réguler. Si vous faites ce petit pas de côté, que vous comprenez que votre enfant, il est différent, peut-être différent des autres enfants de sa fratrie, qui fonctionne de manière différente de vous, et que vous ne cherchez pas forcément à comprendre pourquoi il fonctionne comme ça, parce qu'il y a des multitudes d'hypothèses, mais que vous l'aidez simplement à mieux gérer sa souffrance, à mieux gérer sa douleur. Voilà. Regardez, nous-mêmes, eh bien, peut-être quand vous alliez chez le dentiste quand vous étiez enfant, alors peut-être que pour certains, c'était pas dérangeant. Pour moi, personnellement, à chaque fois que j'allais chez le dentiste, je faisais carrément, littéralement des bonds sur la chaise. Euh, et dès qu'il me touchait, je sursautais comme si il m'arrivait quelque chose d'astronomique. Voilà, aujourd'hui que je suis adulte, si je fais la même chose, il va rigoler. Mais il sait, mon dentiste, que je suis quand même hypersensible, ce qui empêche que donc parfois, bah,
pendant la séance, je vais faire de l'auto-hypnose ou alors je vais écouter de la musique. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je vais quand même beaucoup mieux réussir à gérer et à maîtriser euh, ma sensibilité et ma douleur de, par rapport au moment où j'étais petite fille. Donc voilà, ce qui est vraiment essentiel et que j'aimerais que vous compreniez, c'est que nous allons aider les enfants hypersensibles à augmenter leur seuil de tolérance. Le seuil de tolérance et à la frustration et à la douleur. Et c'est grâce à ça qu'ensuite, ils pourront devenir des adultes plus équilibrés. Parce que sinon, eh bien, ils vont avoir ce qu'on appelle une intolérance, une insatisfaction chronique et une intolérance à la frustration. Et plus tard, comme vous le savez bien, comme nous ne vivons pas dans un monde totalement parfait, ils ne seront pas suffisamment armés pour supporter les épreuves de la vie. Voilà. Alors, ça, c'était sur la partie plutôt physiologique. Maintenant, euh, en ce qui concerne les autres aspects de l'hypersensibilité, comme je vous l'ai dit, c'est l'ombre et la lumière. Donc, la partie ombre, voilà, c'est cette partie que tout nous touche, que tout résonne en nous de manière assez disproportionnée et assez importante. Mais la partie lumière, eh bien, c'est que nous avons tous les êtres humains, une forte intuition. Et nous n'avons pas encore développé peut-être les trois quarts des capacités de notre cerveau. Mais pour autant, nous sommes tous multipotentiels. Qu'est-ce que ça veut dire être multipotentiel? Eh bien, disons que à l'époque où j'ai commencé mes études, enfin non, plutôt j'ai commencé à travailler. Non, quand j'ai commencé mes études de psycho, on va dire, euh, j'ai baigné dans un environnement plutôt de type psychanalytique. Et moi, j'avais beaucoup de mal à comprendre les théories psychanalytiques. Et au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait, c'est pas, c'est une méthode qui est intéressante pour expliquer le développement de l'être humain. Certes, ça fait du bien aux patients, mais il y avait quelque chose dans les interprétations que j'arrivais pas à comprendre. Et je me disais, bah, c'est parce que j'ai peut-être pas le niveau intellectuel. Peut-être que je suis pas apte. Voilà, je me disais que si je ressentais pas la psychanalyse, c'est que j'étais peut-être pas à ma place au niveau de mes études. Alors je me suis orientée vers les thérapies comportementales et cognitives, puisqu'à l'époque, il n'y avait que deux grandes méthodes de psychothérapie, et la psychanalyse, qui est plutôt orientée vers l'inconscient, et les thérapies comportementales et cognitives, qui sont plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui une forme de coaching orienté solution. Quand je me suis enfin, démarquée et que j'ai été vers les thérapies comportementales et cognitives, mes amis étudiants me disaient, mais Ilana, on comprend pas pourquoi tu vas vers ça. On était deux ou trois ou quatre maximum sur peut-être 400 étudiants à penser différemment. J'ai commencé ensuite à me former à la PNL, à l'hypnose, à toutes ces méthodes de thérapie brève. Et 25 ans plus tard, eh bien, mes amis qui, eux, s'étaient orientés plutôt vers les thérapies psychanalytiques viennent me voir pour me dire, bah, Ilana, on aimerait bien que tu nous formes parce que finalement, peut-être bien que tu avais raison. Peut-être bien que pour accéder au changement, la psychanalyse, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Certes, elle est nécessaire pour la prise de conscience, pour travailler sur l'inconscient, pour comprendre le développement de l'être humain, mais pour s'orienter vers le changement, il y a peut-être d'autres méthodes. Voilà, tout ça pour vous dire que bah, mon intuition, euh, elle était déjà très forte et très développée quand j'étais jeune, sauf que comme je me sentais pas forcément à ma place, parce que je ressentais les choses de manière différente des autres, et c'est là où je veux en venir, c'est pas tant pour vous raconter mon histoire de vie, mais pour vous dire que souvent, l'énorme erreur que nous faisons, c'est que nous confondons notre hypersensibilité et l'estime de soi. Et que nous avons tendance à nous dire, bah si moi je ressens les choses différemment des autres, souvent nous nous disons que c'est parce que nous ne sommes pas à notre place, parce que nous ne sommes pas légitimes,
parce que nous ne sommes pas à la hauteur. Alors qu'en fait, il n'en est rien, absolument rien. C'est parce que nous avons une telle intuition que nous avons compris les choses, finalement, peut-être bien avant les autres. Ou en tout cas, ce n'est pas avant les autres, c'est différemment. Voilà. Donc, je pourrais comme ça vous m'amuser à vous dire comment je peux imaginer la psychothérapie dans les 15-20 prochaines années, par exemple. On pourra nous faire un scanner et puis en fonction de la dose de sécrétion de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine, de toutes ces hormones, eh bien, nous ferons des thérapies. Et c'est déjà, figurez-vous, que ça commence déjà à être le cas, puisque cette pensée-là, je l'ai eue il y a déjà très nombreuses années. Et maintenant, il y a des recherches qui nous montrent que justement, les gens qui secrètent trop de dopamine et qui ont donc une addiction à l'intensité émotionnelle, eh bien, on les traite, on les soigne en développant plus de sérotonine. La sérotonine qu'on va acquérir dans la méditation, dans la respiration. Tout ça pour vous dire que, eh bien, quand on est hypersensible, on a d'autant plus la possibilité de développer multiples sens. Si on ne se limite pas, on ne se cantonne pas à un seul domaine de référence et d'expertise. C'était également aussi mon cas, puisque quand on me demandait, mais alors, Ilana, tu veux travailler avec les enfants, avec les adultes? Et moi, en fait, ça tout m'intéressait. Voilà. J'avais envie de travailler avec les enfants, avec les adultes, avec les adolescents, avec les couples. Alors, quand j'ai commencé à travailler, et qu'on me demandait, alors, c'est quoi ta spécialité? Et je disais, bah, en fait, moi, ma spécialité, ben, c'est pas la population. Ma spécialité, je savais pas quoi dire, quelle était ma spécialité, puisque je venais de commencer. Mais très souvent, ce qu'on me renvoyait, c'est, elle peut pas tout faire. Si elle s'occupe de toutes ces catégories et de toutes ces populations, c'est que forcément, elle fait un travail superficiel. Eh bien, je peux vous dire des années après, maintenant, après 25 ans, non seulement mon travail n'est pas superficiel, mais je pense qu'on peut réellement développer une expertise dans multi-domaines et que j'étais pas, à ce moment-là, quand j'étais jeune, j'arrivais pas à comprendre que c'était une intuition que j'avais. Et il y a des personnes qui se limitent parce que ça les rassure. Voilà. Mais quand on a cette hypersensibilité, eh bien, on peut très bien travailler aussi bien au niveau du corporel, du corps, au niveau émotionnel, au niveau du mental. On a un cerveau qui fonctionne par arborescence. Arborescence, eh bien, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des liens peut-être plus facilement, plus rapidement, avec plein de choses. Et c'est peut-être ça qui m'a amené à travailler avec toutes ces populations. Et aujourd'hui, je peux dire que si j'ai une spécialité, c'est pas tant les catégories de population avec lesquelles je travaille, mais plutôt les outils que j'utilise, puisque j'arrive à savoir de manière très précise quel outil est adapté pour telle personnalité et telle problématique. Voilà. Donc, rassurez-vous, si vos enfants ne sont pas forcément les meilleurs en classe, parce que souvent les enfants hypersensibles ne sont pas adaptés avec les écoles classiques, rassurez-vous, d'une part, nous sommes dans une période de grand carrefour où on peut se former, bien sûr, avec des diplômes d'État pour certains métiers qui nécessitent des diplômes d'État, avocat, chirurgien, comptable. Mais regardez le nombre de personnes aujourd'hui qui sont thérapeutes et qui ne sont pas passées par la fac de psycho. Voilà, le nombre de personnes qui se forment par elles-mêmes. Donc, si vous donnez à vos enfants suffisamment d'amour, de sécurité, un cadre, et que vous les aidez à réguler leurs émotions, à apprendre à gérer le ressenti qu'ils ont quand ils vivent les choses, ils vont pouvoir comprendre qu'ils n'ont pas de problème. Parce que aujourd'hui, la majorité des enfants hypersensibles pensent qu'ils sont bêtes, qu'ils sont inaptes, qu'ils sont pas à la hauteur, tout simplement parce qu'ils réagissent différemment. Et que les parents ne comprennent pas que leurs enfants réagissent différemment et forcément interprètent, ah, si mon enfant réagit différemment, c'est qu'il a un problème. Non, il n'a pas de problème. Il est juste différent
ils fonctionnent différemment. Voilà ce que je voulais essentiellement vous partager. Maintenant, en ce qui concerne les recherches, voilà, il faut aussi savoir que dans l'épigénétique, qui est on peut dire une nouvelle science, euh, dans l'épigénétique, en fait, on va s'appuyer sur l'environnement, et c'est l'environnement qui va, comment dire, permettre au cerveau de se développer différemment. Donc, comme je vous disais qu'il est fort probable que l'hypersensibilité soit héritée, bah, il est possible que si on fait un travail suffisant avec nos enfants, eux-mêmes euh, puissent avoir des enfants qui seront peut-être moins hypersensibles. Alors vous allez me dire, ah bon, bah alors, si vous nous dites ça, c'est que quelque part, vous pensez que il y a plus d'inconvénients que d'avantages à être hypersensible? Non, pas forcément. On est juste différents. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on arrive à mieux canaliser nos émotions, à mieux réguler notre gestion de la souffrance, eh bien, il est possible que nos enfants le vivent aussi différemment quand ils seront plus grands et quand ils auront leurs propres enfants. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'hypersensibilité? Je vais vous parler de mon dernier terrain de recherche. Et puis après, vous pourrez, si vous en avez envie de poser des questions. Mon dernier terrain de recherche actuel, eh bien, c'est sur l'introversion et l'extraversion. Alors, figurez-vous que je me suis rendu compte qu'on avait une représentation erronée de ce qu'est un enfant introverti, un enfant ou un adulte, introverti ou extraverti. Parce que souvent, on dit d'un enfant, ah bah tu es un petit peu trop introverti, toi, il faudrait peut-être que tu sois un petit peu plus extraverti. Mais rarement, on dit à un enfant, mais c'est génial, tu es introverti, mais c'est formidable. Non. En règle générale, on a tendance à dire que, ah, il est très extraverti. Oh, il est un peu trop introverti. Bon, ok, je vous fais la pièce de théâtre. Mais en fait, c'est assez erroné, cette manière et cette représentation des choses, parce que, en fait, l'introverti, c'est une personne qui se ressource seule. Et même si les choses sont agréables pour lui, quand il est au contact des autres, ça lui prend de l'énergie. Alors que pour l'extraverti, c'est l'inverse. Quand il est au contact des autres, il se régénère. Et quand il est seul, même s'il fait quelque chose d'agréable, eh bien, ça lui prend de l'énergie. Alors pourquoi je vous parle de l'introverti et de l'extraverti? Eh bien, tout simplement parce que souvent, les enfants hypersensibles, quand ils sont au contact des autres, de leurs propres émotions, eh bien, ça leur prend de l'énergie. Et donc, ils ont besoin de se régénérer. Parce que, on va dire comme ça, je sais pas si on la voit bien, ma bouteille. Voilà, elle a commencé à peu près ici. En fait, nous fonctionnons par cycle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fonctionne par cycle? Ça veut dire que on commence le début du mois, on est ici. À la fin du mois, on diminue l'énergie. On commence le début de semaine, on est là. À la fin de la semaine, on est là. On commence le début de journée, on est là, si on a bien dormi. Et à la fin de la journée, on en a de moins en moins. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un enfant hypersensible? Eh bien, comme tout le touche et que tout est au même niveau et qu'il ne fait pas de différence entre les différents niveaux de souffrance de ce qui le touche, tout lui prend de l'énergie. Et il arrive rapidement à ne plus avoir d'énergie alors qu'il est loin d'avoir terminé sa journée. Il va donc avoir besoin de se régénérer. Et c'est pour ça que très souvent, les hypersensibles sont des personnes introverties qui vont avoir besoin de se retrouver seules.
Et c'est pour ça que si vous trouvez un enfant dans la cour de récréation qui joue tout seul, ne pensez pas qu'il a un problème social et qu'il n'arrive pas à se faire des amis. Pas du tout. Parce que quand j'étais petite fille, bah, c'est ce qu'on me renvoyait. On disait, Ilana, elle n'a pas beaucoup de copines, c'est qu'elle doit forcément avoir des problèmes à se faire des copines. Eh ben pas du tout. Si parfois dans la cour de récréation, je jouais toute seule avec mon imaginaire, avec mes poupées, ou si j'avais que deux, trois copines, c'est juste parce que j'étais introvertie. Et vous voyez bien que l'introversion n'a rien à voir avec l'aisance sociale, puisque comme je vous l'ai dit aujourd'hui, j'anime dans les groupes, je fais des interventions pour les médias, j'ai aucun problème à parler en public. Donc l'introversion n'a rien à voir avec la timidité ou le fait d'avoir une plus grande facilité sociale. L'introversion, ça veut dire que je me régénère seule et que quand je suis au contact des autres, ça me prend de l'énergie. Donc, pour un enfant hypersensible, tout lui prend de l'énergie. Donc, il faut l'aider à augmenter son énergie, puisque tout au long de la journée, il va faire des choses. Il va à l'école, il va devoir jouer avec les copains, il va devoir répondre au professeur. À tous ces moments-là, ça va lui prendre de l'énergie. Donc, le soir, quand il rentre, il est vidé. Et vous vous dites, mais quand il rentre, il est insupportable. Il était super sympa avec tout le monde et je comprends pas pourquoi avec moi, il est si désagréable. Et c'est parce qu'avec vous, il est en train de se décharger de son énergie et de tout le contrôle qu'il a pu avoir. Donc, encore une fois, si vous faites un petit pas de côté, vous comprenez que ce n'est pas contre vous. Et d'ailleurs, pensez bien que dans la majorité des cas, ce n'est jamais contre nous que les autres agissent. C'est d'abord parce qu'ils répondent à leurs propres besoins. Voilà. Donc, aider l'enfant à se régénérer, et plus il va se régénérer, plus il aura d'énergie et mieux il pourra supporter ses frustrations et tout ce qui le touche, que ce soit, voilà, sa sensibilité corporelle ou bien ses émotions ou bien une douleur physique. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu Ah, le tour sur ce que j'avais à vous dire. merci Lana. Waouh, c'est cette recherche-là dont tu nous fais part, ça devait être la dernière recherche de 2025 parce que franchement, c'est magnifique d'avoir fait ce rapprochement entre l'hypersensible et l'introversion. Merci de nous avoir fait passer ce message de l'hypersensibilité, de nous avoir appris à comment le réguler, comment nous, en tant que parents, on doit gérer avec ce petit pas là que tu dis à chaque fois, mettre ce petit pas de côté dans les deux sens. Oui. On va laisser la parole. Merci Ah oui, infiniment. c'est la soupe, ouais. C'est une soupe. Je vous demande d'ouvrir le micro C'est quoi? seulement. On C'est vous c'est pour donne. jeudi. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Excuse-moi, Ilana. Donc, merci beaucoup, Ilana, pour cette conférence vraiment richissime. Je te vois plus, mais Moi, je te vois très bien. ah d'accord, super. Ok. Alors voilà, j'ai ouvert les micros. On a de la chance d'avoir Ilana en live. Pour tous ceux qui désirent poser des questions, elle peut vous répondre. Euh, alors, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez aussi l'envoyer par écrit dans le chat. Voilà. Soit par micro, soit par le chat. Est-ce que vous avez des questions? On a quelques minutes pour répondre à vos questions. Ilana, au début, tu étais en train de parler des trois, avec l'énagramme. Est-ce que tu peux réexpliquer si ça te dérange pas? Tu sais, quand tu avais parlé de la tristesse, la colère, et puis une troisième, L'anxiété. l'anxiété, Mhm. le rapport entre l'anxiété qui se trouvait dans chaque... euh, j'avais pas très bien saisi cette En idée-là. fait, les personnes de type hypersensible ont plutôt un terrain et un tempérament anxieux. Donc,
Et même si on a chacun d'entre nous un tempérament qui peut être ou la colère, ou la mélancolie, ou l'anxiété, eh bien, quoi qu'il arrive, les hypersensibles ont un terrain anxieux. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir un tempérament plutôt colérique, mais il va à ce tempérament colérique se rajouter de l'anxiété. Ceux qui ont un tempérament mélancolique, eh bien, ils auront un tempérament mélancolique à quoi on va rajouter un fond d'anxiété. Donc, il y a toujours un terrain anxieux chez les hypersensibles, malgré que leurs tempéraments peuvent être autrement que l'anxiété. Sachant qu'il y a trois tempéraments de base, l'anxiété, qui est nourrie par la peur, euh, la mélancolie, qui est nourrie par la tristesse, ou la colère, qui est nourrie par l'impulsivité. Chacun d'entre nous, de toute la population, nous avons tous un tempérament de base qui prédomine. Anxiété, colère, tristesse. Mais chez les hypersensibles, il va y avoir quand même une anxiété prédominante. Il y a eu une question pendant que je parlais, est-ce que tu peux la relire, Yardena? Voilà, alors il y a deux questions. La première, c'est comment aider l'enfant à réguler cette hypersensibilité. Et est-ce que, deuxième question, par une autre participante, est-ce qu'on peut changer et est-ce qu'on doit changer ce comportement? Alors, l'hypersensibilité, c'est pas un comportement, c'est un ressenti. Donc, on ne peut pas le changer. On va apprendre à vivre avec. Donc, c'est une très, très bonne question. On doit apprendre à vivre avec son hypersensibilité. Quand on devient adulte, on a développé plus de résilience, donc de capacité à supporter les épreuves et les obstacles et les difficultés de la vie. Malgré tout, vous voyez bien comment chacun d'entre nous, en fonction du moment de notre vie ou de la journée, si on a bien dormi, pas bien dormi, je vais vous donner un exemple. Dans mon cabinet, à côté de mon cabinet où je travaille, il y a une maternelle. Donc, cette maternelle, les enfants, toute la journée, ils sortent, puisqu'ils sortent pas aux mêmes heures. Donc, toute la journée, dans la cour, il y a des enfants qui jouent. Et des enfants qui jouent, mais il y a aussi des enfants qui crient. Comme je suis hypersensible, je les entends qui crient. Plus peut-être que la majorité de mes collègues, ce qui peut avoir une répercussion sur ma capacité de concentration. Quand j'ai bien dormi, que je suis en pleine forme, les enfants peuvent crier et jouer jusqu'à demain, ça ne me pose aucun problème. C'est même très agréable. En revanche, si j'ai pas bien dormi ou si je suis contrariée, quand les enfants vont crier, ça va tellement me déconcentrer que parfois, il peut m'arriver même, parce qu'ils vont faire frotter une espèce de chaîne comme ça, il la taper. Il peut m'arriver carrément d'arrêter la séance avec mes patients et de leur dire, attendez, je reviens. Je vais devant la maternelle, je vais voir le professeur et leur dire, vous pouvez faire arrêter les enfants parce que là, j'en peux plus. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que même en tant qu'adulte, il y a des moments où j'arrive à supporter et des moments où je supporte moins. Et c'est comme ça, et c'est complètement OK d'être comme ça et de le savoir. Maintenant, en ce qui concerne comment on fait pour aider nos enfants à réguler leurs émotions, on doit d'abord comprendre qu'on fonctionne par cycle. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionner par cycle? Il y a le jour et la nuit, il y a les saisons. C'est un éternel recommencement. Nous-mêmes, nous avons de l'énergie et il y a des moments où on n'a plus d'énergie. Donc, déjà, vous allez vérifier, est-ce que votre enfant, quand il est touché par ses émotions ou par une situation, est-ce que c'est un moment où il a de l'énergie? Ou, par exemple, est-ce que c'est le matin au réveil ou est-ce que c'est le soir? Voilà. Ou est-ce que c'est après l'école? Voilà. Parce que son niveau d'énergie n'est déjà pas le même. Et en fonction de ça, soit il va avoir besoin que vous l'aidiez à remonter son niveau d'énergie, ou alors il va juste avoir besoin que vous l'aidiez à supporter la sensation du corps. Deux choses différentes. Comment on fait pour remonter son énergie? Même en tant qu'adulte, il y a deux manières de gérer son énergie vitale. La première, c'est de se défouler. C'est tout ce qui va être cardio. Courir, marcher vite, taper dans un oreiller, crier, chanter. Voilà, tout ce qui est extrêmement dynamique, ça va nous permettre de nous recharger. Donc, on va dire que toute la journée, on vit tout un tas de petites frustrations. C'est comme si à l'intérieur de notre corps, il y avait une corbeille à frustration. Donc, quand on va avoir une activité dynamique, on va vider la corbeille. Donc, on va remplir et on va vider. On remplit, on vide, on remplit, on vide, on remplit, on vide. Donc, on peut faire ça pendant des années. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Les études ont montré que le sport,
ça, ça compense un antidépresseur, voire même c'est même meilleur qu'un antidépresseur. Donc, on remplit de frustration et on vide. Ça, c'est la première méthode. La deuxième, c'est la libération par la transformation. Je vais transformer mon état émotionnel. Par exemple, en jouant d'un instrument de musique, par des choses qui sont très lentes. Je vais marcher lentement. Je vais respirer. Des activités douces. Euh, pour un enfant, bah voilà, ça peut être de dessiner. Ça peut être de lui faire un massage. Euh, il y a comme ça, peut-être que vous avez entendu parler ou que vous connaissez, ce qu'on appelle la brain gym. Ce sont 36 petits exercices qu'on peut faire avec nos enfants qui vont avoir des propriétés particulières. Par exemple, se masser les lobes des oreilles. Vous massez le lobe de vos enfants et l'enfant masse les vôtres. Eh bien, juste là, au niveau des oreilles, de faire ça, eh bien, ça nous détend, ça nous fait du bien. Euh, de la réflexologie plantaire. Souvent, on pense, nous, adultes, qu'on aurait bien besoin d'un massage, mais nos enfants aussi, ils peuvent avoir besoin d'un massage. Voilà, donc, toutes les activités douces et créatives vont permettre de transformer l'énergie. J'utilise aussi au cabinet et avec mon propre enfant, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le tambour chamanique. C'est un tout petit objet sur lequel on va tapoter. Ça va faire une musique très douce, très agréable. Et l'intérêt de cet instrument, c'est qu'on ne va pas justement chercher des performances, mais qu'on va un peu tapoter dessus de manière intuitive. Et ça va vraiment aussi nous aider à transformer notre énergie, puisque la résonance et la vibration de la note vient entrer en résonance avec notre ventre, ce qui fait que, euh, eh bien, si on est triste, on va devenir plus serein, plus joyeux. Voilà. On peut transformer comme ça en écoutant de la musique. Euh, voilà, on peut faire une activité créative comme euh, avec un enfant, bah, chanter une musique douce, dessiner, colorier, pâtisser. Voilà. Toutes les activités qui vont être douces vont permettre aussi de transformer et de réguler l'état émotionnel. Alors maintenant, pour pouvoir réguler l'état émotionnel, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que vous-même, en tant qu'adulte, il faut que vous ayez compris ce que sont les émotions et à quoi elles servent. Je vous donne un exemple. En général, les enfants arrivés au CM2, ils ont la piscine en- au programme. Bon, on va dire dans les écoles publiques, sous contrat. Alors, très souvent, bah, les enfants hypersensibles vont nous dire, ah là là, il va y avoir, ils arrivent en septembre, là, et on leur donne le programme et on leur dit, bah, cette année, vous allez aller avoir piscine. Alors là, les enfants, ah non, non, mais là, moi, je veux pas aller à la piscine, ou j'ai peur de la piscine. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que parents? On leur dit, mais non, c'est rien, mais tu vas voir, c'est cool, mais c'est génial la piscine, puis tu vas t'éclater. Voilà. À ce moment-là, on ne s'intéresse pas vraiment aux besoins de l'enfant. Est-ce que c'est parce que l'enfant, il a peur de la piscine? C'est parce qu'il n'a pas envie de se montrer en maillot de bain? Est-ce que c'est parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur? Voilà. Donc, pour désamorcer, ça va être intéressant de demander à l'enfant, qu'est-ce que tu ressens? Et si l'enfant vous dit qu'il a peur et que vous lui dites, mais non, t'as pas à avoir peur, c'est rien la peur. Ça, ça va rien te faire. Sois fort. Alors quand vous lui dites ça, en fait, vous êtes en train déjà de lui dire, mais n'écoute pas ton ressenti, écoute ce que moi je te dis. Et à ce moment-là, il est déjà tronqué parce que il ne peut plus être à l'écoute de lui puisque vous lui dites ce que lui ressent est faux. Voilà. Donc, c'est déjà super important de comprendre que oui, l'enfant a le droit d'avoir peur et de lui dire, mais t'inquiète pas quand tu as peur. En fait, c'est parce que ton cerveau, il est en train de te préparer pour devenir un super-héros. Et quand on a peur, eh bien, on va, dans notre corps, sécréter des forces. Et c'est ces forces que tu ressens. Voilà. Donc, l'aider à voir les choses autrement, si vous, déjà, en tant que parent, vous voyez les choses autrement. Il y avait une question là qui vient d'apparaître, j'ai pas eu le temps de la lire. Oui, il y a Cyrielle, Oui, je si voulais tu veux. vous poser une question. Je voulais rebondir sur les tempéraments prédominants. Est-ce que on peut les changer? Eh bien, non. On ne peut pas changer son tempérament dominant. On apprend à vivre avec. Donc, un tempérament dominant, vous disiez, ça peut être la mélancolie.
La joie, la Non, tristesse, il n'y a pas la joie? non, il n'y a pas la joie. Il y C'est a la quoi? colère, c'est la colère, la peur ou la tristesse. Ah ouais, donc il y a que du Mais, positif. mais en fait, voilà, là, quand je vous ai parlé de ça, je me suis inspirée de l'énéagramme. Donc, il y a un profil de personnalité qui est assez riche et assez complexe. Alors, c'est vrai que c'est pas trop l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Donc, je voudrais pas trop vous embrouiller avec cette notion-là. Mais je l'ai évoqué dans cette conférence pour vous expliquer que c'est l'ombre qui nourrit la lumière. Et que c'est les personnes qui ont un tempérament mélancolique, c'est justement parce qu'ils vont descendre dans la tristesse, qu'ils vont un petit peu comme dans une piscine, descendre, 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 jusqu'à pour pouvoir, à un moment donné, taper du pied en arrivant tout en bas de la piscine pour pouvoir encore mieux remonter. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, Yardena, on pourra proposer une autre conférence sur ce sujet, sur voilà, vraiment l'ombre, quel est voilà, l'intérêt de l'ombre qui pousse la lumière. Mais en tout cas, là, c'était plutôt pour revenir sur le fait qu'on a tous un tempérament et que quand on est hypersensible, en plus, on a un fond d'anxiété. Merci Lana d'avoir répondu si brillamment aux questions. Si d'autres participantes souhaitent poser des questions, soit dans le chat, euh, soit dans le chat, soit voilà. Alors n'hésitez pas. On l'a en direct, en tout cas. Alors, j'ai plusieurs questions. Euh, alors, comment, en tant que parent inquiet d'un enfant hypersensible et ne raconte pas trop ce qu'il se passe à l'école, faire en sorte qu'il nous raconte? Eh bien, c'est une très bonne question d'abord parce que l'enfant, il vit au présent. Donc, s'il ne raconte pas, c'est pas parce qu'il veut pas, hein, surtout ne pensez pas que l'enfant ne veut pas raconter, c'est simplement parce que il y pense pas. Après, de quoi vous avez besoin qu'il vous raconte? Est-ce que vous avez besoin qu'il vous raconte ce qu'il a mangé? Est-ce que vous avez besoin qu'il vous raconte est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il a eu peur? Ou est-ce qu'il était heureux? Je pense que un enfant hypersensible, étant donné que vous l'avez bien compris que tout le touche, ça va être aussi compliqué pour lui s'il aura pu manger et ne pas aimer le midi, qu'un copain avec qui il se sera fâché, que une maîtresse qui l'aura grondé. Ce qui est important, c'est que l'enfant apprenne à discerner et à se défendre. Voilà, si on lui fait du mal, qu'il puisse poser ses limites, qu'il puisse en parler et l'exprimer. Maintenant, euh, on va pas forcément l'amener à raconter tous les détails de ce qu'il a vécu, parce que, encore une fois, entre le fait qu'on soit introverti ou extraverti, et ça, on le devient de par, j'ai envie de vous dire, c'est un instinct de vie que l'on développe quand on est tout petit, par l'attachement que l'on a avec sa mère. On va développer plus un tempérament, enfin, une nature introvertie ou extravertie. Eh bien, vous l'aurez peut-être remarqué, maintenant que je vais vous le dire, mais les personnes qui sont introverties n'ont pas besoin de raconter. Par exemple, moi, alors évidemment, je suis adulte et j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais ce qui va me différencier de mon frère, par exemple, qui lui est extraverti, c'est que quand lui, il vit quelque chose de douloureux, plutôt de douloureux, il va avoir besoin de le raconter à tout le monde. Il va raconter à ma mère, il va raconter à sa femme, il va raconter à ses enfants, il va raconter à ses amis. Voilà, il va pouvoir le raconter à tout le monde. Mais moi, quand je vis une situation difficile ou douloureuse, je le raconte à personne. Je peux le raconter à mon mari, éventuellement, ou si j'ai besoin d'avoir son conseil, ou si j'ai besoin, voilà, d'une écoute. Mais dans la majorité des cas, je vais pas le raconter parce que j'en ai pas besoin et parce qu'en fait, quand je vais le raconter, c'est la double peine parce que je vais ressentir mes émotions que j'ai déjà vécues une première fois quand la situation s'est déjà produite. Donc, la situation s'est produite. Comme je suis hypersensible, ça m'a fait mal. Mais si je la raconte une deuxième fois, je vais à nouveau revivre mes émotions et ça va me faire mal une deuxième fois. Donc, nous, les introvertis, quelque part, et hypersensibles, on a pour habitude
de ne pas raconter qu'on vit. Pas parce qu'on veut le garder pour nous ou par secret, mais surtout parce qu'on ne veut pas être touché par nos émotions. Voilà pourquoi. Alors que pour une personne Incroyable. extravertie, elle va le raconter parce que ça va la défouler, ça va lui permettre de s'en libérer. Merci, Ilana. Tu nous as vraiment expliqué le fonctionnement des hypersensibles. On a vraiment pris conscience de ces forces et en même temps de voilà, ces limites pour pouvoir mieux les aider, mieux les accompagner en tant que parents, en tant que professionnels ou enseignants. C'était d'une incroyable, vraiment d'une richesse très claire, magnifique. Vraiment, on te remercie infiniment. Merci à toutes les participantes d'avoir été présentes pour vos questions jusqu'au bout. Ilana, merci infiniment. Je vous envoie le replay très prochainement. Alors, j'ai une dernière question, mais alors, est-ce que Ilana, tu as encore 2 petites minutes pour une dernière Bien question? sûr, avec Merci. plaisir. Alors, voilà. Bon, je fais la dernière question et puis après, on s'arrête. Euh, bon, alors, donc, on constate quand même que beaucoup d'enfants ne racontent rien de ce qui se passe à l'école ou avec les copains. Ils vivent quelque chose de douloureux, mais ne le racontent pas à leur détriment. Les parents réalisent trop tard les dégâts. Bon, je pense que tu as déjà répondu. Mhm. Voilà. Donc, on a répondu à votre question. Encore merci, Lana, pour ta présence. Merci à toutes les participantes. Tu veux rajouter Par quelque rapport à oui, par rapport à cette question, parfois ça arrive trop tard. Euh, non, pas forcément. En fait, dans l'imaginaire, voilà. Enfin, là, il aurait fallu que ce soit un exemple beaucoup plus concret. Mais disons que si l'enfant il a pensé qu'il n'avait pas besoin de le raconter, c'est parce que finalement il a réussi à se débrouiller tout seul avec la situation. Et parfois, il a cru qu'il allait réussir à se débrouiller tout seul et puis finalement il n'y arrive pas. Voilà. Mais on peut aussi faire confiance à nos enfants pour leur dire voilà, si tu vis quelque chose de vraiment trop éprouvant, surtout tu dois m'en parler. Bien évidemment aussi, on doit apprendre à nos enfants communiquer parce que c'est pas si évident. Les enfants peuvent garder pour eux et donc les habituer euh, à nous dire voilà qu'est-ce qui a été positif dans la journée, qu'est-ce qui a été négatif dans la journée, voilà. Qu'est-ce qui a été agréable, qu'est-ce qui a été désagréable, voilà, qu'ils puissent peut-être un petit peu vous raconter ça. Mais c'est surtout le climat de confiance qu'il va y avoir entre vous qui va faire que l'enfant va avoir envie de raconter. Magnifique. Magnifique, vraiment. Des vraies perles et des vrais précieux conseils que tu nous offres ce soir sur notre plateforme. À pouvoir vraiment accompagner nos enfants. Merci, Lana. Merci Merci infiniment. Gardena, Merci à toutes les merci à vous participantes. aussi de Et m'avoir très écouté, prochainement, si Dieu de votre veut. présence, de vos Une questions. bonne santé et une bonne délivrance pour tous nos Plein de bonnes frères choses et pour sœurs en vous. Israël, si Dieu veut. Amen. Je vous Amen. Amen. embrasse. Merci beaucoup.